Il y a un phénomène étrange que beaucoup de gens vivent, mais que très peu arrivent à expliquer clairement. Tu rencontres quelqu'un, très vite quelque chose s'impose, ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas forcément passionnel, c'est plus discret que ça. Une évidence. Tu as l'impression que cette personne te parle, même sans parler, qu'elle touche quelque chose de précis en toi. Et presque immédiatement, une partie de toi sait déjà comment ça va finir. Et pourtant, tu y vas. Tu sais que ce type de relation t'a déjà épuisé. Tu sais que ce genre de personnalité t'a déjà blessé. Tu sais que tu as déjà vécu exactement cette dynamique. Mais tu recommences. Pas par naïveté, pas par manque d'intelligence. Souvent, au contraire, tu es lucide. Tu vois les signaux, tu vois les incohérences, tu vois les zones de silence, les distances, les jeux de pouvoir, les instabilités. Et malgré ça, quelque chose te pousse. Ce n'est pas un choix clair, c'est une traction. Les relations commencent de fort. Intensité, connexion rapide, impression de reconnaissance, puis dès presque toujours le même basculement. La distance s'installe, les incompréhensions se multiplient, les tensions deviennent récurrentes, l'énergie s'épuise. Et à la fin, ce n'est pas seulement une rupture, c'est une fatigue intérieure. Le sentiment d'avoir encore une fois donné trop, compris trop tard, espéré malgré toi. Alors tu te poses la question logique. Pourquoi moi? Pourquoi suis-je attiré par des personnes émotionnellement indisponibles? Pourquoi par des personnalités dominantes? Pourquoi par des profils blessés, instables, complexes? Et surtout, pourquoi toujours ce même scénario? Tu changes de visage en face de toi, mais pas de dynamique. Le décor change, l'histoire reste. Et là, une phrase revient souvent, parfois mot pour mot. Je savais que ça n'allait pas marcher, mais j'y suis allé quand même. À ce stade, la plupart des gens cherchent une explication rassurante. Ils parlent d'amour, de chimie, de hasard, de destin ou des blessures de l'autre. Mais aucune de ces explications ne tient vraiment, parce qu'elles n'expliquent pas la répétition. Elles n'expliquent pas la force de l'attirance. Et surtout, elles ne permettent aucun changement réel. Si c'était simplement l'amour, pourquoi serait-il toujours douloureux? Si c'était le hasard, pourquoi aurait-il une structure? Si c'était la malchance, le pourquoi aurait-elle un rythme? Et c'est ici que Carl Jung devient intéressant. Parce que Jung n'a jamais expliqué les relations en termes de romantisme. Il ne parlait pas de compatibilité, il ne parlait pas de choix conscient, il parlait de mécanisme. Et ce qu'il a mis en lumière est inconfortable mais profondément libérateur. Ce n'est pas que tu choisis mal, ce n'est pas que tu aimes trop, ce n'est pas que tu attires le mauvais type de personne. C'est que quelque chose en toi reconnaît quelque chose en l'autre, avant même que tu décides. Et tant que ce mécanisme reste inconscient, il continue d'agir. Ce n'est donc pas un problème de volonté, ce n'est pas un problème de maturité. Ce n'est même pas un problème relationnel, c'est un mécanisme psychique. Et c'est exactement ce mécanisme que nous allons clarifier. Pas pour te dire qui aimer, pas pour te dire quoi faire, mais pour que tu comprennes enfin pourquoi ça t'arrive. Les explications fausses. Quand une relation se répète et fait mal, l'esprit cherche une explication simple. Quelque chose qui rassure, quelque chose qui ne remet pas trop en question la structure profonde. La plupart des gens s'arrêtent alors à 5 explications. La première, c'est l'amour. On dit « j'ai aimé trop fort »,« j'étais trop investi »,« je me suis donné à fond ». Mais aimer ne suffit pas à expliquer pourquoi ce sont toujours les mêmes profils qui apparaissent. L'amour explique l'intensité, pas la répétition. La deuxième, c'est la chimie. Cette sensation immédiate, presque physique. Quelque chose de viscéral, d'évident. Mais la chimie n'explique pas pourquoi elle t'attire précisément dans cette direction-là. Encore et encore, elle décrit un phénomène. Elle ne dit rien de son origine. La troisième, c'est le hasard. Je n'ai pas eu de chance, je suis mal tombé. Le problème, c'est que le hasard ne produit pas de motifs stables. Il ne génère pas de scénario récurrent. Or, dans ta vie sentimentale, il y a une structure, un rythme. Presque une mise en scène, la quatrième, c'est le destin, une version plus poétique du hasard. Mais là encore, elle n'explique rien, elle déplace simplement la question vers quelque chose d'inaccessible, d'abstrait. Et surtout, elle te retire toute possibilité de compréhension. La cinquième explication est plus subtile, les blessures de l'autre. On se dit, il est comme ça parce qu'il a souffert, elle est distante à cause de son passé. C'est parfois vrai. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi toi, tu es attiré par ce type précis de blessure. Toutes ces explications ont un point commun. Elles parlent de l'autre, ou des circonstances, ou d'une force extérieure. Aucune ne parle de la structure interne qui attire. Et surtout, aucune ne permet de comprendre pourquoi, malgré la lucidité, malgré l'expérience, malgré les échecs passés, le mouvement recommence. C'est là que la question change de niveau. Pas pourquoi cette personne, mais pourquoi ce scénario? Parce que si c'était vraiment le hasard, pourquoi ta vie sentimentale aurait-elle une logique? Pourquoi les débuts sont-ils si semblables? Pourquoi les tensions apparaissent-elles au même endroit? Pourquoi les fins ont-elles la même saveur de vide ou d'épuisement? À partir du moment où il y a répétition, on n'est plus dans l'accident.
On est dans un mécanisme. Et c'est précisément à cet endroit que Carl Jung apporte quelque chose de radicalement différent. Introduction à Jung. Pour comprendre ce mécanisme, il faut changer de cadre. Pas ajouter une nouvelle théorie sur l'amour, mais regarder comment fonctionne l'esprit humain. Carl Jung n'était pas un conseiller sentimental. Il ne cherchait pas à expliquer pourquoi une relation réussit ou échoue. Il s'intéressait à quelque chose de plus profond. La structure psychique qui organise nos comportements, même quand nous pensons choisir librement. Jung part d'un constat simple. Nous ne vivons pas uniquement depuis ce que nous savons de nous-mêmes. Il existe une différence fondamentale entre deux niveaux. D'un côté, le moi conscient, celui que tu connais, celui qui raisonne, analyse, décide. Celui qui peut dire « cette relation n'est pas bonne pour moi, je sais que ce type de personne me fait souffrir ». Et de l'autre, l'inconscient, beaucoup plus vaste, beaucoup plus ancien. Et surtout, beaucoup plus influent que le moi conscient. L'inconscient n'est pas un endroit mystérieux ou symbolique, c'est l'ensemble de ce qui agit en toi sans passer par la décision volontaire. Des schémas émotionnels, des besoins non reconnus, des parties de toi que tu n'as jamais intégrées consciemment. Et c'est là que Jung introduit une idée dérangeante. Dans les relations importantes, ce n'est pas le moi conscient qui mène le jeu. Tu peux croire que tu choisis une personne. En réalité, quelque chose en toi reconnaît quelque chose chez l'autre. Pas au niveau des valeurs, pas au niveau de la logique, mais au niveau de la structure intérieure. Pour Jung, l'attirance n'est pas une décision, c'est une réaction. Elle se produit avant la réflexion, avant le raisonnement, avant la prudence, et surtout, elle ne vient pas de ce que tu veux, elle vient de ce que tu n'as pas encore intégré en toi. C'est pour ça que tu peux être lucide, et pourtant attiré. C'est pour ça que tu peux savoir, et quand même y aller, parce que ce qui attire ne cherche pas ton bonheur immédiat, il cherche une forme de complétude psychique. Et pour expliquer comment ce mécanisme opère concrètement, Jung a nommé un processus central. Un processus que presque personne ne voit sur le moment, mais que tout le monde vit, la projection. Le mécanisme central, la projection. C'est ici que tout s'éclaire. Pour Jung, l'attirance ne vient pas de l'autre. Elle vient de ce que tu projettes sur l'autre. Le mot projection peut sembler abstrait. En réalité, le mécanisme est très concret. La projection, c'est un déplacement inconscient. Quelque chose en toi, une qualité, un besoin, une tension, une blessure, que tu ne reconnais pas pleinement comme tienne, se dépose sur une autre personne. Et à partir de là, tu ne vois plus l'autre tel qu'il est. Tu vois ce que ton inconscient a posé sur lui. Ce n'est pas un mensonge volontaire. Ce n'est pas une illusion romantique. C'est une opération automatique de l'appareil psychique. Un exemple simple. Tu rencontres quelqu'un qui te paraît fort, sûr de lui, décidé. Tu te sens immédiatement attiré. Mais ce qui t'attire n'est pas seulement sa force réelle. C'est le fait que ta propre force n'est pas pleinement assumée. Elle existe en toi, mais elle n'est pas intégrée. Alors ton inconscient la reconnaît, à l'extérieur. Autre exemple, tu es attiré par des personnes émotionnellement distantes, froides, difficiles à atteindre, imprévisibles. Ce n'est pas parce que tu aimes souffrir. C'est souvent parce que ta propre dépendance affective n'est pas reconnue. Ton inconscient cherche une figure qui la réactive. Encore un. Tu es attiré par des personnes blessées, instables, à sauver. Ce qui te touche n'est pas seulement leur fragilité. C'est une blessure similaire en toi que tu n'as jamais regardée directement. La projection fonctionne toujours selon la même logique. Quelque chose est présent en toi, mais non reconnu consciemment, alors il est vu, idéalisé ou combattu chez l'autre. Et c'est là un point essentiel. La projection n'est ni bonne ni mauvaise, elle n'est pas un défaut moral. Elle est structurelle. Tout être humain projette. La question n'est pas si tu projettes, la question est quoi tu projettes et où. Au début d'une relation, la projection donne une impression puissante. Compréhension immédiate, sentiment d'évidence, attraction intense, impression de complétude. C'est pour ça que certaines rencontres paraissent électriques. Ce n'est pas l'amour en soi, c'est la reconnaissance inconsciente d'un contenu intérieur. Mais cette reconnaissance a un prix. Parce que la projection ne voit pas l'autre tel qu'il est, réellement. Elle voit un support, et tôt ou tard, la réalité revient. Pourquoi ça fait mal ? Si la projection était seulement une illusion agréable, elle ne poserait pas de problème. Mais ce n'est pas le cas, parce que la projection crée une fausse unité. Au début d'une relation marquée par la projection, tout semble évident. L'autre paraît comprendre sans explication. La connexion est immédiate, il y a une sensation de complétude rare. Ce que Jung explique, c'est que cette sensation ne vient pas de l'harmonie réelle. Elle vient du fait que deux parties psychiques se répondent, mais de manière déséquilibrée. Une partie de toi est déposée sur l'autre. Et tant que cette partie reste projetée, l'illusion tient. Le problème apparaît quand la réalité commence à s'imposer. Parce que l'autre n'est pas ton inconscient, c'est une personne distincte, avec ses limites, ses contradictions,
ses propres manques. Et à ce moment précis, quelque chose se fissure, ce que tu interprètes comme un changement chez l'autre. Et souvent simplement la fin de la projection. Au début, fascination, idéalisation, sentiment d'évidence, puis incompréhension, décalage, frustration, et enfin, conflit, rejet, distance ou un vide brutal. La douleur ne vient pas uniquement de la rupture ou de la perte. Elle vient du fait que ce que tu croyais trouver à l'extérieur te revient d'un coup à l'intérieur. Quand la projection tombe, ce que tu avais confié à l'autre te revient sans filtre. C'est pour cela que certaines séparations sont si dévastatrices. Elles ne touchent pas seulement le lien, elles touchent l'identité. Jung insistait sur ce point. Plus la projection est forte, plus sa chute est violente. Ce n'est pas un échec amoureux, c'est une désillusion psychique. Et c'est aussi pour cette raison que beaucoup de personnes préfèrent rester dans des relations douloureuses plutôt que de les quitter. Parce que rompre, ce n'est pas seulement perdre l'autre, c'est récupérer ce qu'on avait projeté, sans y être préparé. La souffrance n'est donc pas un accident, elle est la conséquence directe d'un déséquilibre initial. Et tant que ce déséquilibre n'est pas rendu conscient, le mécanisme ne s'arrête pas, il recommence. La répétition. C'est ici que beaucoup de personnes se trompent complètement sur leur propre histoire. Elles pensent que le problème vient des personnes qu'elles rencontrent, alors elles changent de partenaire, elles changent de contexte, parfois même de pays, de milieu, de style de relation. Mais malgré ces changements, le scénario reste étonnamment stable. Jung résumait cela par une phrase simple, presque dérangeante: ce qui n'est pas rendu conscient se répète. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas une fatalité. C'est un fonctionnement. La psyché cherche naturellement à compléter ce qui lui manque. Tant qu'une partie de toi reste inconsciente, elle cherche à apparaître ailleurs. Et le lieu le plus accessible, le plus chargé émotionnellement, reste la relation. C'est pour cela que changer de partenaire ne change pas la structure. Le décor évolue. Les visages sont différents. Mais la dynamique profonde est la même. Toujours le même type de distance, toujours la même asymétrie, toujours le même point de rupture. Ce n'est pas parce que tu choisis mal, c'est parce que le choix n'est pas entièrement conscient. La répétition n'est donc pas un échec personnel. C'est un signal que quelque chose en toi cherche à être vu, reconnu, intégré. Et tant que cette intégration n'a pas lieu, la relation devient le théâtre où la psyché rejoue la même scène. Jung insistait sur un point fondamental. La répétition n'est pas là pour te faire souffrir. Elle est là pour te rendre lucide. Mais si elle n'est pas comprise, elle devient enfermante. C'est ainsi que certaines personnes passent de des années à dire « je retombe toujours sur le même type de relation », sans jamais se demander ce que ce type de relation vient activer en elles. La répétition n'est pas extérieure, elle est structurelle. Et tant que la structure reste intacte, le scénario se reproduit. Intégration finale. Arrivé à ce point, une chose doit être clairement dite. Carl Jung ne disait pas « quitte cette relation ». Trouve la bonne personne, fais autrement la prochaine fois. Ce type de réponse appartient au niveau du comportement. Jung, lui, travaillait à un autre niveau, la structure intérieure. Pour Jung, le problème n'est pas qui tu rencontres, mais ce qui, en toi, cherche à se manifester à travers l'autre. L'attirance, dans cette perspective, n'est ni une erreur, ni une preuve d'amour, ni un signe mystique. C'est un signal psychique, un signal qui indique qu'une partie de toi n'est pas encore intégrée à ta conscience. Quand tu es attiré de manière disproportionnée, ce n'est pas parce que l'autre possède quelque chose de spécial, mais parce qu'il porte, temporairement, une image de ce qui te manque intérieurement. Et tant que cette image reste projetée à l'extérieur, elle conserve un pouvoir sur toi. C'est ici que se joue la différence essentielle. L'attirance n'est pas une vérité. C'est une indication qui peut être comprise ou subie. Lorsque ce mécanisme devient clair, quelque chose se modifie naturellement. Pas chez l'autre, en toi. L'autre cesse d'être un sauveur, un danger ou une promesse. Il redevient une personne réelle. Et à ce moment précis, l'attirance perd son caractère compulsif. Non pas parce que tu la contrôles, mais parce que tu la comprends. C'est en ce sens que Jung parlait d'individuation. Non pas devenir quelqu'un d'autre, mais cesser de chercher à l'extérieur ce qui demande à être reconnu en soi. Et c'est souvent à cet endroit-là, et seulement là, que la relation cesse d'être un piège. Pour devenir un choix réel, merci d'avoir pris le temps d'écouter. Comprendre un mécanisme, ce n'est pas le résoudre immédiatement, mais c'est cesser d'y être aveugle.